Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau cas clinique. C'est déjà l'épisode numéro 25 de la série des cas cliniques vidéo. Et bien on est parti pour ce nouvel épisode. Vous êtes aux urgences, ça fait d'ailleurs plusieurs cas cliniques que vous êtes aux urgences. C'est un début d'après-midi et vous recevez trois hommes qui ont entre 20 et 25 ans dans un contexte de rixe, donc de bagarre, il y a à peu près une heure. Le premier se plaint d'une douleur à l'épaule droite qui est déformée suite à une chute. Il sent pas très bien au niveau de la zone du deltoïde à droite, hein, et le pouls est bien perçu. Il soutient son bras qui est en rotation externe. Le deuxième, il a une plaie au niveau du front, isolée, il n'y a rien d'autre, hein, ça fait 10 centimètres par contre. Il y a une compression qui est efficace, ça saigne plus. Il dit qu'il a été blessé par un morceau de verre, il sait plus trop, il est Glasgow 15, fréquence cardiaque 85, tension à 12,6. Et le troisième, lui, il a une douleur abdominale plutôt haute, en barre, pas très bien localisée. En fait, il a reçu un coup de pied avec une fréquence cardiaque à 90, tension à 11,6, une saturation à 98. Il n'y a pas de lésion visible hein, quand on regarde en dessous du t-shirt. Et l'auscultation est symétrique. Et a priori, il n'y a aucun des trois patients qui prend de médicaments au long cours. Et oui, des fois, ça arrive de prendre plusieurs patients d'un coup. Et donc la première question, c'est quel patient doit être priorisé? Peut-être que vous ne tomberez pas sur ce genre de questions pour les examens à l'internat, mais c'est extrêmement pratique et vous verrez que ça permet de faire réviser plusieurs choses. Donc je vous laisse faire pause, hein. Est-ce qu'on prend d'abord le premier, le deuxième ou le troisième en charge, sachant que évidemment ils seront vus tous les trois quasiment dans l'heure, bien sûr. Eh ben, la bonne réponse, c'est le premier. On voit déjà le premier, après, le deuxième, puis le troisième. Donc on verra ça dans, l'ordre du cas clinique de la vidéo. Et donc on est parti pour soigner le premier. Et pourquoi? Eh bah, parce qu'il a une, suspicion en tout cas soit de fracture ou de luxation. Alors est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Peut-être qu'il y a même d'autres pathologies à évoquer. En tout cas, il y a une déformation visible avec, un déficit. A priori, tandis que le deuxième, bah, il est stable, hein, il a une plaie Glasgow 15, il y a rien d'autre. Donc on peut temporiser pour l'instant, il y aura des soins à faire. Et le troisième, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, on voit rien, l'examen clinique est normal, donc lui, il peut attendre aussi. Et donc voici la radiographie du premier, puisque vous avez rapidement demandé la radiographie. Et donc bah, je vous laisse faire pause et je vais vous proposer l'analyse de cette radiographie pour ce patient. Donc n'hésitez pas à faire pause ou à revenir même par la suite sur cette radiographie. Et donc pour notre premier patient, vous concluez à proposition A, une lésion de Bankart, B, une lésion de Hill-Sachs, ou l'équivalent de l'encoche de Malgaigne, hein, ça dépend de la littérature pour certains. C'est une luxation acromioclaviculaire, D, une luxation gléno-humérale antérieure, et sinon la E, une luxation gléno-humérale postérieure. Eh bien, je vous laisse faire pause et je vais vous donner les réponses. Eh bien, la bonne réponse était une luxation gléno-humérale antérieure. Il n'y avait pas de doute à avoir pour ce patient et on ne remarque pas de lésion particulière de type Bankart ou Hill-Sachs. On va le développer juste après. C'est pas une luxation acromioclaviculaire, ce n'est pas ces deux os qui sont ces deux os que l'on peut très bien voir hein, qui ont une anomalie au niveau articulaire. Donc c'est pas ça, c'est effectivement la glène et l'humérus. Donc l'humérus qui est plus la surface articulaire humérale qui correspond plus à la surface glénoïdale. Et donc c'est une luxation antérieure et pas postérieure, on va développer ça un peu après.
Alors pourquoi? Eh bien, sur la radiographie, en fait, on peut voir que la tête humérale est abaissée. Alors la différence entre l'antérieur et le postérieur, déjà, c'est la probabilité clinique. 97 des luxations sont antérieures. Donc, déjà, ça fait quand même une grosse probabilité pour que ce soit antérieur. Vous allez me dire: «On fait pas tout avec des probabilités», c'est vrai, mais la luxation, antérieure, donne ce genre de cliché où en fait on peut voir encore les trochitères, contrairement en fait à la luxation postérieure où, on a un aspect d'ampoule. C'est-à-dire qu'en fait on voit plus du tout les massifs de l'humérus et donc on a l'impression que, l'humérus, correspond bien et en tout cas la surface articulaire de l'humérus pourrait correspondre à la surface articulaire, de la glène. Mais on ne distingue plus les trochitères, donc c'est le signe de l'ampoule, heu et donc ça correspond à une luxation postérieure. Mais là, effectivement, sur le cliché, donc la tête est abaissée, on voit bien les trochitères, c'est une luxation antérieure et donc pour les 2 lésions dont je vous parlais, et bien, en fait, comme, la tête humérale va venir se positionner devant la la glène, devant la surface articulaire de l'omoplate, et bien, en fait, c'est donc la partie de l'omoplate articulaire, donc la glène, qui peut être lésée au niveau de sa partie, antérieure. Donc la partie antérieure de la glène peut être frottée par la partie postérieure de la tête humérale et donc va créer une lésion. En bas, c'est la lésion de Bankart pour le labrum, en bas et en haut, donc pour, l'humérus, parce qu'en général l'humérus va venir se décaler vers le bas, donc c'est la lésion de la tête humérale qui va être haut situé et on appelle ça donc la lésion de Ilzach, sachant que, il y a plutôt des lésions du labrum, donc la lésion de Bankart, mais qui peut aller jusqu'à l'os, donc il peut y avoir une fracture associée. Il ne faut pas confondre donc la lésion de Bankart, qui est juste du labrum, avec une lésion qui est plus grave, une lésion qui est carrément osseuse, au niveau de la glène humérale. Et donc pour notre patient, comment on va le traiter? Alors, soit on fait une réduction, mais à prévoir à jeun le lendemain, soit on fait une réduction en urgence. Proposition C, une immobilisation une semaine. Proposition D, une immobilisation 45 jours. Et proposition E, une reprise du sport possible à un mois. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Alors là, il y a du rouge et du vert, ça veut dire qu'il y a des réponses inacceptables. Alors pour les bonnes réponses, tout d'abord, c'est une réduction en urgence. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on s'occupe de lui d'abord, puisqu'on suspectait une luxation gléno-humérale. Donc la réduction, tout de suite maintenant, on n'attend pas. Donc la A, strictement faux, on n'attend surtout pas. L'immobilisation, c'est 45 jours pour les sportifs et on reprend la rééducation par la suite tranquillement. Donc le sport, on ne reprend pas le sport avant quasiment 3 mois. Alors c'est important d'avoir cette notion parce qu'aux urgences, ils vont demander, quand est-ce que je peux reprendre mon entraînement? Souvent, c'est des sportifs, donc c'est très important d'avoir cette notion-là. C'est pour ça que je l'ai mis volontairement en inacceptable pour, ce patient. Concernant le déficit qu'il décrivait, donc, la sensation qui est diminuée, hein, déficit sensitif au niveau du moignon de l'épaule. Proposition A, c'est très fréquent, plus de 80. Proposition B, ça ne récupère jamais quand il y a une lésion. Proposition C, il faut une réévaluation à distance, il faut attendre. Proposition D, il faut faire un électroneuromyogramme en urgence. E, le déficit vasculaire est encore plus fréquent. Et donc je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Donc là, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'est il faut se laisser le temps, on réévalue à distance. Parce qu'effectivement, les déficits sensitifs, c'est pas non plus si fréquent que ça, hein, c'est entre 5 et 10 et ça régresse majoritairement, spontanément, au bout de 6 semaines. En général, il n'y a plus rien. Par contre, si effectivement il venait à y avoir une persistance à 6 semaines, on fait un électroneuromyogramme pour savoir quel est le degré d'atteinte. Est-ce que c'est l'axone ou pas? Voilà. Donc il faut se laisser un peu le temps. Donc on ne fait pas en urgence le NMG.
Et pour le déficit vasculaire, bah, heureusement, c'est beaucoup plus grave, hein, mais c'est aussi plus rare. Donc voilà pour le premier, c'est fait, on s'en est occupé. Et maintenant pour notre deuxième patient, avec sa plaie au niveau du front de 10 centimètres. De manière générale, concernant les plaies de la face, quelles sont les bonnes associations lésionnelles, sous-entendu? Donc pour une plaie jugale, donc de la joue, profonde, est-ce qu'il faut regarder le canal de Sténon? Pour une plaie cantale interne, donc ça c'est au niveau du canthus interne, hein, donc au niveau de la partie interne de l'œil, est-ce qu'il faut regarder s'il y a un ptosis? Pour une plaie palpébrale supérieure, est-ce qu'il faut regarder les voies lacrymales? Pour une plaie jugale profonde, toujours, est-ce qu'il faut regarder un déficit du 7, du nerf numéro 7, hein? Pour une plaie auriculaire, donc de l'oreille, est-ce qu'il faut regarder une lésion osseuse? Je vous laisse faire pause tranquillement, que c'est une problématique importante, les plaies de la face, et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses, parce qu'il y avait quand même des pièges, hein, eh bien c'était la A, une plaie jugale profonde. Il faut regarder le canal de Sténon, c'est très important. Donc le canal évacuateur, hein, de la parotide, qui peut être lésé en cas d'atteinte, d'une plaie profonde. Donc on peut regarder au niveau de la en endobuccal, au niveau de la deuxième molaire, normalement il y a le canal de Sténon qui s'abouche et on peut injecter un petit peu d'eau. Alors déjà on peut voir si ça communique et on injecte du sérum Phi et si jamais ça coule à l'extérieur, bah, c'est qu'il y a une communication et la communication, bah, c'est pas normal. Alors ensuite la plaie cantale interne, eh bien, c'est pas le ptosis qu'il faut regarder. Quand il y a une plaie cantale interne, c'est-à-dire que c'est plutôt à l'intérieur, là où il y a les voies lacrymales, donc c'est à rechercher une atteinte des voies lacrymales. Et donc c'était la B et la C qui étaient inversées. Donc le ptosis est à rechercher et à craindre en cas de plaie palpébrale supérieure. La plaie jugale profonde, toujours, bah, elle peut être associée à un déficit du 7, le nerf 7 facial qui passe donc au niveau de la parotide, très important et primordial à rechercher, ce qui donnera une paralysie faciale, donc c'est quelque chose de moteur. Et pour la plaie auriculaire de l'oreille, primordial à rechercher une lésion cartilagineuse et pas osseuse, parce qu'avant d'atteindre l'os, bon, le cartilage, à mon avis, il sera déjà bien lésé, hein, et bah, il va y avoir un changement thérapeutique, par la suite. Effectivement, on va voir ça. Pour les lésions, on va regarder ça de près. Bon, globalement, la première règle déjà, c'est toujours tester la motricité et la sensibilité. Voilà, comme ça au moins, vous louperez pas. Par exemple, s'il y a une plaie, assez haute, là, au niveau palpébral, il peut y avoir un déficit sensitif au niveau, du front, donc du 5-1. S'il y a une plaie, palpébrale, hein, qui est haute, il peut y avoir un ptosis qui est à rechercher. Les voies lacrymales, je vous l'ai dit pour la plaie, cantale interne. Ensuite, une atteinte au niveau maxillaire, plutôt antérieur, bah, toujours rechercher un déficit sensitif parce que les rameaux terminaux, bah, viennent, et sortent, heu et peuvent, être atteints. Et enfin une plaie mentonnière au niveau de la lèvre et cetera. Bah, il faut rechercher toujours un déficit, du 5-3 au niveau de la mandibule, hein, au niveau de la surface, cutanée, si le patient sent bien. Et en cas de plaie transfixiante, bah, c'est pareil, il faut rechercher absolument parce que la prise en charge est, modifiée. Et sur le côté, pour l'oreille, donc les plaies auriculaires, il faut regarder s'il n'y a pas, le cartilage visible ou atteint, parce que si jamais il y a une plaie cartilagineuse, bah, à ce moment-là, il faut mettre impérativement des antibiotiques systématiquement quand il y a une atteinte cartilagineuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, en cas d'atteinte, au niveau de la parotide, donc juste un peu devant l'oreille, hein, et même après, bah, il faut regarder s'il n'y a pas une paralysie faciale et une plaie au niveau du canal de Sténon. On continue toujours avec notre patient concernant les cas de morsure au niveau de la face. Donc les cas de morsure au niveau de la face, c'est plus souvent une morsure, d'origine humaine qu'animale. Proposition B, le risque infectieux est majeur. Proposition C, une antibiothérapie est uniquement à prescrire si jamais l'hémoculture est positive. D, une plaie ponctiforme peut être grave. Et la proposition E, une prise en charge
chirurgicale est relativement rare. Je vous laisse faire pause, hein, tranquillement, et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Bah, concernant les plaies, au niveau de la face, c'est beaucoup plus souvent un animal qu'un humain, heureusement, hein, ça deviendrait un peu bizarre quand même. Par contre, le risque infectieux est effectivement majeur, hein, Pasteurella, Staphylocoque, Streptocoque pyogène, bref. Risque rabique, hein, le virus de la rage aussi, si on s'est fait mordre par un animal sauvage et qu'on n'a pas pu le ramener pour avoir une analyse de l'animal et une surveillance. Et donc, on met toujours une antibiothérapie par augmentin ou doxycycline, mais on n'attend pas et on prélève pas une hémoculture, ce sont des bêtises totales, donc je l'ai mis volontairement en réponse inadmissible. Une plaie punctiforme peut effectivement être grave, donc juste comme si le chien chic au niveau du visage, eh bien ça peut créer des lésions sous-jacentes avec un décollement, voire une atteinte d'un organe noble, hein, que ce soit un spasme au niveau d'une artère ou une atteinte nerveuse, hein, ça peut être grave. Et donc il ne faut pas méconnaître ça, et bien souvent, au moindre doute, hein, vraiment au moindre doute, il vaut mieux aller explorer de manière chirurgicale, au bloc, plutôt que de passer avec une atteinte comme ça de la face, chronique, qui peut avoir des conséquences assez graves. On continue donc avec ce deuxième patient, hein, concernant la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une anesthésie locale à la xylocaïne? B, est-ce qu'on fait un lavage abondant? C, on essaie de doter un maximum de lambeaux cutanés qui semblent peu vascularisés. D, on fait un pansement hermétique. Et E, on fait un scanner cérébral. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Ah, il y avait quand même quelques questions inadmissibles, hein, pour ce patient. Alors oui, effectivement, on peut faire une anesthésie locale à la xylocaïne, ce sera plus confortable pour tout le monde. Alors pour ceux qui savent faire une anesthésie loco-régionale, hein, avec un bloc facial, je ne détaillerai pas la prise en charge. Bah oui, ça peut être aussi très utile, donc que ce soit la xylocaïne 1 ou 2%. Eh bien, c'est efficace, on pique au niveau des berges et c'est très efficace pour le patient qui sentira moins ce geste, enfin, qui sentira pas la piqûre. Petit point au niveau de l'utilisation de la xylocaïne adrénalinée, on évite. C'est pas contre-indiqué formellement selon certaines sources. Personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'effectivement, ça permet de diminuer un saignement, parce que ça fait une vasoconstriction. Mais le risque, c'est qu'il y ait une nécrose par la suite, s'il y a vraiment une tendance à la vascularisation, à l'hypovascularisation. Donc, on moi je le fais pas. Personnellement, xylocaïne non adrénalinée, je pense que ça reste intéressant quand même. Si vraiment c'est trop hémorragique, bah, à ce moment-là, je fais appel aux spécialistes, hein, aux maxillofaciaux, au chirurgien, maxillofacial, hein. Et je préfère passer la main plutôt que, tenter quelque chose au niveau de la face. Donc le lavage, oui, bien sûr, il doit être abondant. On utilise quoi? Bétadine diluée, Biceptine, on peut même utiliser de l'eau oxygénée, ça facilite, hein, l'élimination des corps étrangers. Au niveau des lambeaux, bah, on en parle juste après, mais d'abord on fait une exploration bien minutieuse, hein. Il faut vraiment retirer tout corps étranger et au moindre doute, bah, il vaut mieux faire une exploration blanche que passer à côté de quelque chose. Pour les berges, non, on n'ôte pas les lambeaux cutanés qui semblent peu vascularisés. Alors j'ai pas dit, totalement nécrosés, j'ai dit qu'ils semblent peu vascularisés et c'est important. On limite le sacrifice inutile. C'est-à-dire que, si vraiment, c'est quand même, encore un petit peu rosé, que c'est pas très beau, bah, vaut mieux des fois le laisser reprendre après, que, d'enlever, large et après, avoir une cicatrice complètement disgracieuse, donc on évite. Les hématomes, bah, on essaie de les drainer, hein, c'est possible. On fait pas de pansement hermétique. On le laisse à l'air libre. On peut mettre de la vaseline, hein, pour éliminer les croûtes plus facilement. On évite le soleil. Une fois que c'est cicatrisé, on fait des massages. On attend le résultat à 1 an et puis normalement tout se passe bien. Si jamais il y a un doute, avis chez Maxillo. Donc voilà, globalement pour la prise en charge de cette plaie. On vérifie le statut, tétanique, bien sûr, ça vous connaissez, et le scanner cérébral, bah, non, il n'y a pas nécessité pour ce patient. C'est un traumatisme crânien léger, a priori, il vous a pas dit qu'il y a eu une perte de connaissance, il n'a pas une amnésie des faits,
Retrouvez la vidéo si vous voulez plus d'infos sur la chaîne pour les traumatismes crâniens légers, mais il n'y a pas d'indication à faire un scanner cérébral chez ce patient. On arrive au troisième, donc note douleur abdominale. Il a quand même mal, hein, il y a 7 sur 10 de VA. Vous voyez les paramètres, tout va bien, l'auscultation ça va, il n'y a pas de défense. Et il y a quand même mal par contre, hein, quand on appuie. Qu'est-ce que vous redoutez comme pathologie? Proposition A, une rupture de la rate. B, un anévrisme de l'aorte abdominale rompu. C, un infarctus du myocarde. D, un pneumothorax. Et E, une pancréatite. Je vous laisse faire pause et puis on va voir ça. Alors là, la seule proposition, c'était la rupture de rate. Alors certains vont me dire: «Ouh là là, c'est quand même exceptionnel, c'est rare et cetera». Alors oui, c'est rare, mais bah, ça peut arriver. Ça peut arriver et ça évolue en 2 temps. L'anévrisme rompu, il serait pas dans cet état-là. Clairement, il serait pas du tout dans cet état-là, puis c'est pas la clinique. L'infarctus du myocarde, bon, il est jeune, une douleur abdominale, alors je veux bien beaucoup de choses, mais quand même. Le pneumothorax, il y a pas trop d'arguments, hein. Déjà, c'est une douleur abdo. Déjà de 1, il a pas de désaturation, pas de signe respiratoire, donc non. Et la pancréatite, bon, non, pancréatite, atteinte pancréatite traumatique, il faut vraiment y aller, hein. C'est très profond, vraiment bien protégé, clairement, c'est lors des AVP à très haute cinétique, donc non. C'est, suspecter une rupture de rate. Quel examen doit être réalisé en priorité? Vraiment, qu'est-ce que vous devez faire le plus rapidement possible? Est-ce que c'est un ECG? B, un bilan biologique, C, une échographie, une IFAST, donc Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma. Ne soyez pas jaloux de mon accent anglais, s'il vous plaît. Un scanner thoraco-abdominopelvien injecté ou une radiographie abdominale. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Alors là, la bonne réponse, oui, la seule, la priorité, c'est une échographie. Alors pas un ECG, je vous ai dit, c'est pas l'infarctus. Le bilan biologique, ben, on aura le temps de le prélever, mais après l'échographie. Et pas de scanner, c'est inacceptable. Thoraco-abdominopelvien injecté, non. Et pas de radiographie abdominale. Alors pourquoi tout ça? Bah oui, parce qu'en fait, là, le patient, il est stable. Donc si on suspecte quoi que ce soit chez un patient qui est stable, là, le premier examen le plus rapide à faire, c'est l'échographie. On n'est pas dans un polytraumatisé qui est stabilisé, pour lequel on ferait un body scanner. Si on veut faire un scanner, oui, on peut, mais dans ce cas-là, on attend qu'on ait la fonction rénale. Alors oui, il est jeune, on pourrait y aller, et cetera. Mais si vraiment, bah, il y a nécessité de poser le diagnostic immédiat comme ça, avec une clinique qui est extrêmement franche, on pourrait discuter d'aller au scanner. Mais là, non, clairement, en plus, c'est un thoraco-abdominopelvien, non, on attend, et là, il est stable. Alors, il a mal, certes, mais là, on fait une échographie, on voit s'il y a quelque chose. Pour l'instant, on peut attendre le scanner. Et la radiographie abdominale, là, non, il n'y a aucune indication, sauf les corps étrangers. Et normalement, il n'y a pas de corps étranger. Donc bah là, votre échographie d'admission, elle est normale. Elle est normale, vous avez eu le temps de recevoir le bilan biologique qui est normal et bah, il a encore mal, hein. Vous avez mis des paliers 1, des paliers 2, et il est un peu tachycarde, il a une tension à 95-60. Quel examen réalisez-vous? C'est une dernière question à discuter, plus ou moins libre. Heu, je vous laisse faire pause et puis voilà, qu'est-ce que vous réalisez maintenant? Vous avez tout le bilan, hein, qu'est-ce que vous faites? Alors je vous donne la réponse. Alors, oui, effectivement, pour un examen, il faudrait trancher entre est-ce qu'on fait une échographie ou est-ce qu'on fait un scanner? Eh bien, là, c'est à l'appréciation du médecin. Est-ce que son 9,5, c'est effectivement le début d'un choc, suspicion de choc hémorragique sur une rupture de rate, sachant que la première échographie était négative? Alors, est-ce qu'on refait l'échographie qui est souvent plus rapidement accessible, que le scanner dans l'immédiat? Ou alors on appelle le radiologue en disant: «Oui, il me faut tout de suite le scanner abdominopelvien». Bah, il y a pas de réponse bien franche.
Ça dépend de chaque centre. Maintenant, vous voyez, à l'échographie, on pourrait voir ça, hein, donc pour une rupture de rate avec un scanner, un épanchement et cetera, périhépatique, cette rate, bon, ça se discute effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir au moins des informations, en tête. Cette, cet article très intéressant que vous retrouvez dans la description, donc 2017, l'échographie pour le patient, traumatisé avec un papier qui était édité, par les radiologues. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, le patient instable, on fait la FAST. Oui, mais ça, c'est la prise en charge du polytraumatisé. On n'est pas dans ce cas-là pour ce patient. Donc le polytraumatisé, oui, on le reçoit, on fait radiographie, thorax, bassin, FAST avec, un body une fois qu'il est stabilisé. Sinon on va au bloc opératoire. Mais là, le patient était stable. Il est stable, donc on fait l'échographie. On fait l'échographie. S'il y avait quelque chose, on serait allé au scan. Sauf que là, il y avait rien. On le surveille. On le surveille. Combien de temps? Ça peut être l'appréciation clinique, hein. Si le patient est toujours douloureux, bah, on ne le laisse pas partir. Si on a quand même le doute et le meilleur moyen de lever le doute, bah, je pense que c'est le scanner, parce que l'échographie est quand même, bah, opérateur dépendant et donc bah, on fait l'échographie, la première. Si elle est normale, bah, on attend, on surveille. Si jamais il y a une anomalie, on va au scanner. Et donc là, pour notre patient, bah, ça dépendait. On pouvait répéter, l'échographie ou bien faire le scanner et je pense que le scanner, c'était, la bonne solution parce que, à un moment donné, si, on est dépassé par, la qualité de l'examen qu'on réalise et ben, on peut tout à fait demander, quelque chose de plus précis et donc là, je pense que la bonne solution, c'était, le scanner pour ce patient. Au niveau des images que vous voyez, en haut à gauche, c'était un épanchement, pleural, avec une hypoéchogénicité au niveau, des cavités, c'est un liquide. À gauche, bah, c'est le Morrison et à droite, c'était la rupture, de rate, que vous avez vue juste avant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes et de mettre un pouce bleu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.